Station. Police Station. Police Station. Police Station. C'est parti, alors voilà. Lucille, tu viens de découvrir avec nous que nous sommes des professionnels de la communication. Merci à toi de te joindre à nous. C'est avec plaisir. Alors pour t'expliquer un petit peu la situation, si on oublie un petit peu ce côté technique qui vient d'être assez longuement évoqué. Thibaut et moi, nous sommes à Gibraltar, tout au fin fond je dirais presque de l'Espagne, même si c'est anglais, mais c'est tout au-dessus de l'Espagne. Et on partage sur notre rocher, on partage nos journées avec entouré de singes. Je parle pas de mes collègues, mais je parle des singes du rocher. Et on a même ici à Gibraltar entendu que tu avais fait une belle perf au poker. Ça voyage, c'est bien. Ça voyage. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, pour les ceux qui ne te connaissent pas encore, te présenter vite fait? Donc je m'appelle Lucille, je joue depuis 2007, je suis passée pro en 2009, fin 2009. J'ai été sponsor par une room online, je sais pas si j'ai le droit de dire laquelle. Ah, t'as tous les droits. Si, c'est bon. Ok, j'ai été sponsor par barrièrepoker.fr et mon contrat s'est arrêté en début 2011. Ah bah ils vont être déçus là. Ouais, le timing est mauvais, effectivement. Ouais. Et après, je me suis mis à beaucoup jouer online parce que quand j'étais chez Barrière, on pouvait pas jouer sur les autres rooms, donc je me suis mis à jouer beaucoup sur les autres rooms. Ça s'est bien passé jusqu'à ce que je me qualifie pour le PT de Monte Carlo et que je finisse deuxième. Bon, bah voilà, ça c'était la présentation vite fait. Deuxième de Monte Carlo, tu dis ça tout simplement. Je pense qu'on va y revenir un peu plus longuement parce que c'est quelque chose qui te fait passer d'un jour au lendemain, fait partie des millionnaires, c'est bien ça? C'est ça, ouais. Ça fait quoi? Je réalise pas trop, peut-être parce que j'ai pas encore reçu l'argent, peut-être, et juste parce que je pense que c'est tellement énorme et c'est tellement soudain, parce que finalement c'est jamais que 5 jours de tournoi, je réalise absolument pas. C'est vrai que ça fait un bon salaire, ouais, voilà, presque horaire, mais un salaire journalier, 5 jours pour devenir millionnaire. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est un peu mieux payé que chez nous, on va dire. Hein, ouais. C'est pas mal. En plus, si je me trompe, je crois que tu t'étais pas fait stacker, ça veut dire que tu prends presque tout. J'ai entendu parler d'un swap, c'est ça, mais... Ouais, j'ai swap un peu comme sur tous les tournois avec d'autres joueurs que j'estime, mais j'avais la majorité de mon action. Ouais. Le principe, c'est plutôt rare quand même. Avec Bazou dans le coin, normalement le stacker officiel de toute la communauté française. Ok, ça s'est vraiment mal passé, donc c'est peut-être ma chance. Ah, tu veux dire que cette fois-ci, t'as pas vendre de toute façon. Et, donc, très bon timing donc. Ouais, c'est ça, très bon timing. Quand tu parles de swap exactement pour ceux d'entre nous qui connaissent pas, ça veut dire tu peux décrire exactement ce que tu fais? En fait, ça peut être à différents stades du tournoi, mais on décide, par exemple, il y en a avec qui j'ai échangé avant le tournoi, il y en a avec qui j'ai échangé pendant le tournoi à un certain stade quand on avait un stack égal, mais en gros, on échange à un certain nombre de pourcents, et comme ça permet de limiter un peu la variance, parce que quand il y en a un qui va plus loin que l'autre, et ben l'autre gagne quand même un peu, et ça se fait beaucoup entre joueurs qui estiment avoir le même niveau, quoi. Ok. Tu es vraiment millionnaire. C'est pas comme certains qui gagnent des millions, puis en fait, il leur reste plus que 5%. Toi, c'est vraiment à toi. Dès que tu l'auras touché. T'attends toujours l'argent. T'es pas sorti avec une grosse valise pleine de billets. Non. Mais on m'a proposé, j'ai pris un peu de cash en sortant, et on m'a proposé à Monte Carlo de me faire suivre par un garde du corps jusqu'à ce que je m'en aille. J'ai refusé. T'as refusé? Ouais. Moi, je pense qu'avec le rêve que tu avais, t'étais pas toute seule de toute façon. Voilà, je suis rarement toute seule
Et je n'avais pas tellement envie de passer ma soirée avec un garde du corps, donc bon. En parlant de, t'es souvent pas toute seule. Pour la table finale, on a vu beaucoup de monde autour de toi, un réel assez sympa, plein de joueurs français connus. Bon, on peut en citer quelques-uns, mais on a déjà parlé de Bazou. Il y avait Clément Duby, il y a eu Paul. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a aidé aussi à stratégiquement pendant la table finale, à savoir que tu avais quelqu'un derrière toi qui te supportait, et puis peut-être quelqu'un qui avec peut-être des conseils techniques pendant la pause, je sais pas, ou pendant, est-ce que si tu te levais des tables, aller discuter, je sais pas, tu peux nous raconter ça un peu? Ça m'a pas aidé outre mesure stratégiquement parce que les coups sur lesquels j'avais des doutes, où je pensais avoir fait des erreurs, j'ai eu le temps de les analyser avant d'aller les voir et je savais déjà ce qui allait pas. Mais le soutien, c'est absolument certain que ça change tout. Ça donne encore plus envie de gagner si c'est nécessaire. Et je sais pas, ça aide aussi à rester. Étrangement, ça aide à rester très concentré et à peut-être voir les choses avec un peu plus de légèreté, c'est-à-dire ne pas se dire waouh, je joue pour 1 million, 1,5 million. Ça aide à prendre un peu de recul et ça c'est bien. Pour faire le parallèle justement avec Paul qui a fait également runner-up de l'OPT Deauville, pour le HU on se rappelle que voilà il y avait Clément et Bazou justement qui lui avaient donné des conseils sur comment jouer ce HU. Est-ce que ça a été le cas pour toi pour le HU justement, qui t'ont un peu conseillé sur le système de jeu à adopter en fonction de ton adversaire? Ouais, ils m'ont conseillé si parce qu'en heads up pour le coup c'est là que j'ai les plus grosses failles et en plus le type contre qui je joue en heads up est excellent, donc du coup ils m'ont conseillé, mais bon j'ai pas eu le temps de trop on a vu ça, t'as joué 5 mains et vous avez pas beaucoup de blindes là, c'était un truc non, comme on avait 40 blindes effectives, hein, mais à 40 blindes effectives à 3 contre les dames c'est un setup et voilà quoi. Vous aviez aussi, parlant des blinds, vous aviez demandé, je crois, pendant la table finale, je sais pas si toi tu faisais partie de cette demande, mais à rajouter un level de blind, c'est possible ça? En fait, on a recommencé à un niveau au début, c'est-à-dire le niveau auquel on s'était arrêté, on l'a recommencé au début, mais sinon ils n'ont pas voulu rajouter de niveau et c'est dommage parce que une table pétée sans trop de profondeur, ça permet pas de voir des choses vraiment chouettes quoi. Donc. Ok. Et maintenant la question piège. Maintenant que tu sais que t'as fait deuxième et pris 1 million. Est-ce que t'es contente ou t'es pas contente qu'ils aient rien changé au blind? Est-ce que maintenant tu préfères rejouer la table finale en rajoutant un blind, ou est-ce que tu dis si on te donne la deuxième place, est-ce que tu la prends? En réalité, je pense que ça aurait pas changé grand-chose au sens où, ça a augmenté énormément la variance, le peu de profondeur des tapis, mais bon, je m'en suis bien sortie. Et effectivement, avec une plus profonde structure, si j'étais arrivé en heads up, peut-être que j'aurais peut-être eu plus de chance, et qu'on n'aurait pas du tout arrêté sur un setup. Mais bon, au final, voilà, je suis contente. Ça me va très bien tout ça. J'imagine. Moi, j'ai une petite question. Je voulais revenir sur un moment important de ton tournoi, c'est le deal justement, juste avant le HU. On a vu que le deal a duré quand même une demi-heure, c'est assez énorme, avec notamment Davidi qui a pris vachement part dans les négociations. Est-ce que toi, tu l'aurais négocié de la même manière, ou de quelle manière t'as négocié ça? Quel a été le rôle de tout le raid? Et comment ça s'est joué? Est-ce que tes demandes ont été acceptées directement par les adversaires, ou t'as dû négocier pas mal? Non, vu que ça a duré une demi-heure, clairement, ça n'a pas été accepté directement. Mais on a eu ce qu'on a demandé au début, c'est-à-dire 1,50 million pour moi et 150 pour lui et 200 à la gagne. Et en fait, le rail pour ça a été extrêmement important pour moi parce que j'étais un peu sonnée. Je venais d'arriver en heads up de l'EPT Monte Carlo, quoi. Donc j'essayais d'appréhender ça. Et je suis très très contente qu'il y ait eu Davidi et tous les autres parce que c'est eux qui ont géré le deal en réalité. Hein. D'accord. Alors, 1,50 million et 50 000, tu les as laissés en pourboire ou... J'ai laissé quoi, les 50 000 en pourboire? Non. T'as bien raison. Les perruques blondes, ça aide aussi, ou... Pour ceux qui n'ont pas vu les perruques blondes dans le raid, il y avait beaucoup de perruques blondes qui se baladaient. Je sais pas si ça aide, mais en tout cas, c'était extrêmement émouvant déjà de se dire qu'il y a quelqu'un qui s'est tapé tout Monte Carlo
un matin, un dimanche en plus, je crois, je sais plus si c'est un Ouais. dimanche ou un lundi, pour trouver donc des perruques blondes dans Monte Carlo. Enfin, ça a pas dû être simple. Ouais, c'est Et, sûr. et l'attention est extraordinaire. Ça m'a fait beaucoup rire et ça m'a beaucoup ému. Donc c'était vraiment fantastique. Hein. Après, est-ce que ça m'a aidé? Je ne sais pas, mais Ok, en tout cas, une belle étape. Moi, j'ai une question sur les joueurs qui avaient à la table. Est-ce que, enfin, quelle était l'image des joueurs que tu avais? On me dit dans le chat que le quatrième, apparemment, c'est un Italien qui est coach chez Poker Strategy. ah ouais. Ouais. Donc, quelle était l'image que tu avais de lui? Et puis bon, la personne qui serait intéressante aussi, c'était Bernard Guigon qui jouait de manière très très spéciale. Ouais. Comment t'as appréhendé de quelle manière t'as changé ton jeu face à lui si tu l'as changé? Face à l'Italien ou face à Bernard? Face aux deux. L'Italien, en fait, je l'avais déjà joué à 26 left ou un peu moins. Et j'étais pas tout à fait sûre. Je l'avais joué aussi la veille. Je savais pas s'il était bon ou pas. La veille du D4, donc en fin de D3, il avait fait quelque chose qui laissait présupposer qu'il était très bon. En fait, il venait d'arriver tout juste à la table. Il avait aucun historique avec personne. Il y a le cut-off qui raise. Moi, je le 3-bet au bouton. Et lui, il colle 4-bet. C'est un move qui va marcher quasiment tout le temps, à part si j'ai les as ou les rois, ou à part si je suis extrêmement nutsé, mais qui va marcher tout le temps parce qu'avec aucun historique, c'est impossible de faire quelque chose là-dessus. Et le seul truc, c'est qu'à ce moment-là, moi, je pensais qu'il était bon, je pensais que le spot était magnifique pour un joueur bon, donc je l'ai 5-bet. Il a fold, je l'ai 5-bet avec un levier, quoi, pour un peu moins d'un tiers de mon tapis, il a rien pu faire, il a fold, j'ai montré un 7. Et donc j'ai créé un petit peu d'historique entre lui et moi. La provoque, hein. Et ça, c'était lors du D4, tu dis ça? Je sais plus si c'était à la fin du D3, je confonds un peu les jours à vrai dire. Ok, pas de problème. Mais donc du coup, a priori, je pense qu'il était assez bon, mais il est aussi il est assez dur à jouer car il est très agressif et ouais, il était pas simple à jouer, mais pour le coup, de l'avoir joué avant, ça a facilité un peu ma décision quand je le bust As-Dame contre paire de valet. Ouais, j'ai tank un peu parce que ça méritait quand même réflexion, mais c'est un des coups que t'as joué de manière très agressive. On a vu en TF que t'as joué 2 coups en forbettant une fois light avec As-6 de mémoire en TF, et puis il y a ce coup-là où tu colles l'As-Dame sur ton forbet ensuite. Tu joues de manière très très agressive, c'est pas super commun. Pourquoi tu joues de cette manière? Est-ce que c'est l'influence justement de Clément Tumi qui t'a coaché, ou pourquoi ce choix sur cette table finale, par exemple, de tenter des forbet light? En fait, je réfléchis pas trop en termes de, je sais pas comment dire. En gros, je choisis les spots qui me paraissent bons et en plus qui sont généralement renforcés par le fait que je sois une femme. Après en TF, j'en avais joué pas mal et mon image elle était un peu détruite. J'avais plus trop une image de NIT, carte monnaie, ça marchait pas trop. Ouais. Mais juste, je fais les moves qui me paraissent bons au bon moment, qui me paraissent V+. Et oui, évidemment, c'est d'avoir appris à jouer avec Clément qui fait que je suis si agressive, ouais. Je vais rebondir un petit peu sur, je l'aurais pas fait, mais puisque tu me tends la perche, à propos de l'image des femmes au poker. Je pense que à la table finale, c'est plus trop le cas. Je pense que c'est bon, tout le monde a compris que t'es capable de jouer un poker agressif. Et puis de toute façon maintenant c'est raté, tout le monde le sait. Mais est-ce qu'au début du tournoi t'as vraiment eu un petit peu pu prendre de capital justement sur cette image globale du jeu des femmes qui n'est pas agressif et tout ça? Est-ce que c'est quelque chose dont tu te sers ou dont tu sais que tu vas pouvoir profiter un peu d'une fausse image que les joueurs ont de toi? Déjà rien que le 5-bet contre l'Italien là avec j'avais roi 7 en l'occurrence. Ouais. Il passe aussi parce que il le suspecte pas une seconde que je peux être light ici. Parce que ouais, mais est-ce que tu penses avoir le fait que tu sois une femme? Je pense que tu crois que si c'est Thibaut qui l'avait fait, tu crois qu'il aurait collé? Après collé non. Chauvé. Mais est-ce que s'il a le même coup contre celui qui a gagné, je pense qu'il y a matière à réflexion. Le fait que je sois une femme renforce encore plus justement la force de ce que j'ai fait, quoi. Et oui, j'en joue pas mal.
en tournoi, en début de tournoi, pas en jour 1, mais à partir du jour 2, j'ai beaucoup 3 bêtes, j'ai beaucoup 4 bêtes et j'ouvrais quasiment pas parce que il y avait beaucoup de bons joueurs et en ouvrant, je prenais le risque de me faire 3 bêtes et que j'allais être hors de pause et enfin voilà, j'essayais d'être inexploitable. Mais par contre, je 3 bêtais, je 4 bêtais beaucoup, mais comme j'openais très peu et que je suis une femme, on me donnait énormément de respect. Ok. Moi, je voulais revenir également, donc je te parlais juste avant de Bernard Guigon. T'as un historique avec lui où tu bluffes avec 10 et 2. Oui. Étant donné qu'il est très très tight, ça paraît après coup assez logique, mais il joue de manière très spéciale. On voit qu'à un moment, il essaye, il est presque à faire un 5-bet avec As5 ou As6, je sais plus trop. Ah oui. Ouais. J'ai pas vu ça moi. C'était au Day 4. Je crois. Et justement, l'image que tu avais de lui, même question que je t'ai posée auparavant pour l'italien, est-ce que t'as adopté un plan de jeu spécial ou pas? Il avait une manière de jouer quand même, outre le fait qu'il était tight, assez spécial. J'ai appris qu'il avait pas 3 bêtes en TF, il a eu As-3, il a pas 3 bêtes, enfin, à moins que ce soit en pré-TF, je ne sais plus. D'accord. Il a pas 3 bêtes, pareil, paire de valet, je l'ai vu just call. Et ça c'était la main de pré-TF, c'est la main où saute le 9e, où il just call paire de valet, ça vient genre 4-4-7, un truc comme ça. Il check, l'autre joueur fait tapis pour trop cher, avec As-7 en l'occurrence, je crois, ou un truc comme ça, et lui snap avec les valets. Donc dans l'absolu c'est pas mal si la réflexion c'est si là je 3 bêtes, il va tout le temps fold et tout, c'est pas mal. Exactement. Ouais. Mais le problème c'est que je pense pas que ce soit réellement ça. Il veut voir des flops et j'en suis quasiment sûre parce que quand je lui ai raconté, je l'ai croisé le lendemain de la finale et il me demande comment ça s'est fini. Je lui dis que je saute As-3 contre paire de dames à 40 big blind deep et il me dit mais vous avez tout mis pré-flop. Donc a priori c'est pas par stratégie, c'est juste il veut voir le flop et aviser après quoi. D'accord. Et comment t'expliques justement que des joueurs aussi tight arrivent à aller aussi loin en jouant enfin aussi tight quoi? Je sais pas trop, et j'imagine en touchant pas mal de mains. Et est-ce que ça a été ton cas justement? T'as joué beaucoup de flips lors de cette TF ou c'était plutôt standard du pré-flop De tout le tournoi, j'ai joué 2 flips, les 2 en TF. Le premier contre l'Italien, le deuxième en heads up. Sinon, j'ai pas joué un seul flip de tout le tournoi. Donc ce qui est pas très non, commun. j'ai pas eu énormément de jeux. J'ai eu des confrontations sympas contre des short stacks, genre à 26 left en D4, première main de la journée, la big blind chauffe 16 blindes. Je suis en small blind, j'ai les as, c'est cool. Ouais, ça fait. Et un peu plus tôt dans le tournoi, il y avait 2 tout petits stacks qui partent à tapis, genre paire de valets contre paire de dames ou un truc comme ça, et j'ai les as aussi en bébé. Mais c'est des petits coups, c'est pas des coups qui valent, enfin c'est des coups qu'il est important de gagner et qui valent pas énormément en jetons. Mais sinon non, j'ai pas eu d'énormes confrontations à tapis avec des grosses mains et des setups favorables quoi. Il y a pas un moment aussi où t'as les rois contre Bernard Guigon justement? C'est pas si simple. J'ai les rois au big blind. Bernard Guigon a 8 blindes au bouton. Il a un as et il a fold. Ah, magnifique. Donc c'est pas si simple, non. Et Mossine a fold aussi. Et je regarde, je montre que j'ai les rois et je dis à Bernard, tu pouvais pas faire tapis? Et après, j'apprends qu'il avait un as avec 8 blindes. Avec 8 blindes. Il le sentait pas, c'est tout. Ouais, c'est ça. Il a bien raison. La suite pour toi maintenant, Cécile, c'est quoi? C'est tu te pas Cécile par contre. Lucille. Je vais y arriver, Je vais appeler Cécile, Camille, Lucille de temps en temps, mais rarement. C'est pas grave, je sais que tu parles. Mais rarement. La suite pour toi, c'est quoi? C'est vacances avant Vegas? Là, je vais me reposer un peu. Je vais peut-être jouer un peu online, mais c'est même pas certain. Et je pars le 6 juin à Vegas jusqu'au 14 juillet. Donc là, je vais jouer pas mal. Et d'ici là, non, je vais me reposer. Je vais pas trop jouer. Je vais essayer de gérer tout ce qu'implique ma deuxième place à l'EPT. Millionnaire à Vegas, c'est la suite où? Dans quel hôtel? J'ai pris une suite au Palms Place. J'ai trouvé un truc très très chouette. Mais je suis pas très balade de base. quoi. Et en plus, je me rends pas compte que j'ai gagné plein d'argent. Donc c'est pas, on est d'accord, c'est pas le truc standard, mais c'est pas un énorme spew non plus. C'est pas trop bling bling. Voilà. Ok.
Tu es en ce moment un peu omniprésente dans les médias, c'est normal après cette belle victoire. Je pense que quelque chose qui doit être une cible pour toi, c'est d'avoir un sponsoring peut-être avec une room ou des choses comme ça. Ça avance? J'ai un agent qui gère ça. J'avais déjà un agent avant et juste c'est plus simple comme ça parce que voilà juste et puis parce que j'ai pas envie de m'occuper de ça et je veux profiter et il fait ça bien mieux que moi. Okay. Donc on verra ce que ça donnera. Bon, j'ai pas de pression et j'estime pas qu'on me doive quoi que ce soit non plus donc on verra bien. C'est comme quelque chose que tu espères voir aboutir. Donc on peut croiser les doigts pour toi. Croisons les doigts, voilà. Okay. Faisons ça. Moi, j'avais une question, je voulais revenir sur tes tout débuts, là, on a parlé de ta TF, mais on sait pas trop comment t'as débuté, quand est-ce que t'as débuté, enfin, t'as été assez rapide quand on regarde tes statistiques, en moins de 2 ans, tu perfs un EPT. Qu'est-ce qui t'est venu, quand t'es venu l'idée de jouer au poker et comment ça a commencé? En fait, depuis que j'avais genre 7 ans ou un truc comme ça, je voulais être comédienne. J'étais persuadée que j'allais faire ça jusqu'à mes 23-24 ans. Où je me suis rendu compte que passer des auditions, ça me minait complètement. Je ressortais de là complètement anéantie. Et j'ai réussi à travailler un certain temps parce que j'ai fait une école de théâtre et j'ai joué dans les pièces des élèves ils faisaient des pièces et j'étais prise et voilà, c'était très bien. Sauf qu'à bout d'un moment, il faut aller les chercher les rôles et c'était vraiment très très dur pour l'ego de s'entendre dire qu'on est trop grand, trop maigre, trop pâle, trop ceci, trop cela et je me suis rendu compte que j'allais pas réussir à faire ça, que ce que ça impliquait, ça justifie, j'avais pas assez envie, j'avais envie de jouer mais pas à ce coup-là, pas pour moi en tout cas. Donc j'étais un peu perdue et peut-être 2 semaines après avoir réalisé ça, j'ai mes colocs qui ont organisé une partie privée chez moi, gratuite évidemment. Ils m'ont invité, c'était une partie entre hommes only, sauf qu'il y en a un qui s'est désisté, donc on m'a demandé de me joindre. Je me suis joint, j'ai gagné. On était tous très 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 nuls, qu'on soit bien d'accord, mais à ce moment-là, je me suis juste rendu compte que ce jeu me plaisait et que j'avais envie d'en savoir plus, donc je me suis mis à visiter un peu les forums, à lire beaucoup de bouquins. Et le jour qui a changé absolument tout dans ma vie, c'est quand, le jour de mon anniversaire, pas très longtemps après ça, je me suis fait larguer par mon mec. Je suis rentrée chez moi, j'ai pris un billet pour Vegas le lendemain matin, ça faisait 3 mois que je jouais, et à l'aéroport, j'ai rencontré Manu B et Otto Richard et JB. Belle rencontre. Et voilà, et c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie, alors que c'est une décision absolument débile, qu'on soit bien d'accord. Ah mais c'est bon comme storyboard pour un film là, c'est bon. Tu voulais faire actrice, si tu continues comme ça, tu vas pouvoir faire ta propre biographie parce que c'est pas mal cette histoire là. Ouais, l'histoire est sympa. Ouais. L'histoire est sympa, ouais. Et donc à partir de ce moment-là, tu décides de te lancer professionnellement directement dans le poker. Non, parce que quand j'ai pris l'avion avec eux, je leur ai dit que je voulais devenir pro, et j'ai joué un petit peu avec eux. Et ils ont bien vu que ça s'était compromis dans un premier temps. Mais donc l'avantage, c'est qu'ils m'ont évité de perdre plein d'argent avec Vegas parce que j'étais pas du tout armée pour aller faire ça. J'ai été coachée par Otto Richard. Quand je suis revenue à Paris, Manu B m'a présenté aux gens du Club Poker Radio. J'ai intégré la radio. Après, j'ai couvert quelques tournois. Et je me suis mis à jouer pas mal à la CF. Et quand je me suis rendu compte que j'étais extrêmement frustrée de couvrir les tournois alors que j'avais envie de jouer et que je gagnais bien mieux ma vie en jouant qu'en travaillant, j'ai décidé de passer pro. Bon, toi donc. Ouais. Thibaut, tu vois ce qu'il nous reste à faire? Ah ouais, on va prendre un ticket pour Vegas. L'été prochain, direction Vegas. Mais faut se faire larguer par ça n'a rien à faire. Ça peut se faire. Déjà, on va rentrer tard ce soir, ça peut se faire. Ok. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? On va voir s'il y a quelqu'un qui veut te poser 2-3 questions. Et puis, est-ce que après Vegas, tu as déjà fait une idée des plans pour un circuit cette année? Tu veux continuer, tu veux faire tout? Tu as déjà des grands tournois? Tu vas tirer sûrement à Cannes, j'imagine? Pour le PPT? Ouais, et puis pour le WSOP surtout, c'est à ça que je pense que mon programme sera quand même pas mal influencé par si j'ai trouvé un sponsor ou pas. C'est vrai.
parce que le but c'est pas non plus de tout remettre en tournoi. Je voudrais acheter un appart, donc bon, ça va limiter, mais oui, il y a des tournois que je veux pas manquer, hein, le PPT par exemple. Hein. Enfin, il y a des tournois que jamais je manquerai, quel que soit ma bankroll, je trouverai toujours quelqu'un pour me stacker. Hein. Donc genre le PPT de ville, le PPT, probablement le main event des WSOPE. Je voulais jouer l'année dernière, et j'ai pas réussi à me qualifier. Okay. Et c'était trop cher là, et c'était trop tard pour me demander du stacking, donc. Mais oui, je vais faire plaisir, ouais. Tu vas te faire plaisir, une belle année poker. On me demande sur quelle limite tu joues en cash game. En fait, je jouais en cash game live avant, en 5-5, 5-10, et je joue pas du tout en cash game online. Je suis incapable de jouer correctement en cash game online, et je ne sais pas pourquoi, mais je n'y arrive pas. Donc je ne fais pas ça, et j'ai vraiment les tournois après. À part les grands événements, et tu joues justement des tournois dans les cercles parisiens, ou tu fais vraiment que les gros événements du circuit? Je joue rarement les tournois des cercles parisiens, ça m'arrive ponctuellement, mais ça reste assez rare. Je joue plus de tournois du circuit, mais depuis que j'ai perdu mon sponsoring, j'avais quand même réduit énormément mon quota, enfin j'ai réduit énormément ma participation aux événements live, à part encore une fois les immanquables comme Deauville. Hein. Et je m'étais vraiment concentrée sur le online après avoir bust de chez barrièrepoker.fr. D'accord, donc tu t'étais tourné plutôt vers du online pour pallier à ça, ou pas du tout, tu jouais? Ouais, je jouais des MTT online, je sais pas, 4 soirs par semaine. Ok, avec la petite équipe justement, Bazou et tout ça? Voilà, enfin on jouait pas toujours tous ensemble parce que c'est compliqué, ce sont des gens qui font beaucoup de bruit quand ils jouent, donc bon. Mais moi aussi, hein, il y a pas que, hein, mais oui, j'ai fait des sessions avec eux, j'ai fait énormément de sessions seules aussi, et sinon j'ai fait majoritairement des sessions avec Clément. Hein. D'accord, ouais, donc c'est sûrement très formateur de faire des sessions avec Clément, je suppose. Ouais, bien sûr, il m'a appris à jouer à 30, 40 blindes. Moi, comme je jouais principalement en cash game live, j'étais bien meilleur deep, donc à 100 BB+, que à 30 et 40 blindes. J'étais absolument pas formé pour ça, et il a tout repris de zéro avec moi avec ça à ce sujet, et maintenant ça va bien. Ok, ouais, on a vu ça. Et on parlait de tes projets tout à l'heure, s'il y avait un autre tournoi que tu voudrais gagner, ce serait lequel? Un autre, donc j'ai pas le droit de dire le PT Monaco parce que j'aimerais bien le gagner maintenant. Ouais, c'est quand même gagner, c'est un lapsus révélateur pour nous, c'est une victoire déjà. Ouais, Exactement. mais pour moi aussi d'une certaine manière. Mais, j'imagine le main event des WSOP, c'est un peu, mais je pense que tout le monde a la même réponse quasiment, parce que ce tournoi, c'est le tournoi qu'on attend toute l'année, c'est celui dont il est le plus dur de bust, c'est celui qui fait le plus mal, et en plus c'est le dernier à Vegas, enfin, c'est vraiment horrible de sauter de ce tournoi, donc ouais, non, celui-là, évidemment, ouais. Bah écoute, il n'y a plus qu'à te le souhaiter, quoi. C'est tout ce que ça. Merci. Ça va peut-être être le mot de la fin d'ailleurs, en espérant que on puisse t'avoir dans quelques semaines avec pas pour le main event, parce que la finale ce sera encore plus tard, mais en tout cas peut-être avec un bracelet. Pour la pré-TF, sinon c'est pas grave. Pour la pré-TF, ce sera pas mal. Et puis on avait déjà Vanessa Elboui qui a déjà un bracelet. Ouais. Donc ce serait pas mal si t'arrivais à la rejoindre. J'accepte. Quoi d'autre à te souhaiter? Que tout se passe bien. Je crois que tu es à Londres sous le mauvais temps. Donc ouais, ça va. Que Vegas se passe bien pour toi. Thibaut, t'as quelques mots de la fin pour Lucille? Non, pareil, que tu perdes d'autres tournois, voilà, tu nous as prouvé que t'avais la qualité pour le faire, donc voilà, on te souhaite bon courage pour la suite si tu fais le circuit, et puis on attend un bracelet avec impatience. Ok, c'est un deal, on va faire ça marche. Allez, merci beaucoup. Merci à toi d'être passé. Merci. Oui, aucun souci, ça m'a fait plaisir. Bye, Lucie. Bye. Ciao. Calling station.